Donc en fait, l'image d'apiculteur que vous avez vue sur la dia précédente correspond à la couverture d'un numéro du très bon journal scientifique Journal of Experimental Medicine d'il y a, à mon avis, plus de 10 ans, 10-15 ans. Et c'est un article dans lequel on démontrait justement le mécanisme d'action et la fonction des lymphocytes T régulateurs. Et voici une des principales figures. Donc dans cette figure, qu'est-ce qu'on a? On a d'une part le nombre de piqûres d'abeilles en fonction des mois de l'année. On a la production de toute une série de cytokines par les lymphocytes T. Bon, on a choisi ici de se focaliser uniquement sur des populations exprimant des chaînes V-bêta données, mais peu importe, d'un apiculteur A, d'un apiculteur B. B, c'est chaque fois les mois d'hiver pendant lesquels il n'y a pas de piqûres, et A, ce sont les mois d'été. Et ici, ce sont des mesures de la réactivité lymphocytaire, des réponses lymphocytaires vis-à-vis du venin d'abeille. Là, on a ce qu'on appelle une hypersensibilité cutanée retardée. Donc, je vous ai montré des images ici. Donc, on injecte un petit peu de venin d'abeille dans le derme du patient et on mesure 2 ou 3 jours plus tard le diamètre de l'induration. Et on fait cette petite expérience en début de saison. On l'a fait 7 jours après les premières piqûres, on l'a fait 1 mois après les premières piqûres, et puis on l'a refait l'année prochaine. Et on constate que très rapidement, en quelques jours, la réaction d'hypersensibilité cutanée retardée en réponse au venin d'abeille diminue fortement. De même, on voit que la prolifération lymphocytaire, en réponse, on incube tout simplement des lymphocytes T en présence de cellules présentatrices d'antigènes et d'antigènes du venin d'abeille. Et on voit que cette prolifération va très rapidement chuter entre avril et mai pour remonter l'année suivante. Ce qui est intéressant, c'est que cette diminution, elle est présente uniquement pour le venin d'abeille, mais elle ne se produit pas pour des antigènes qui n'ont strictement rien à voir, comme par exemple la toxine du tétanos ou un extrait de bacille tuberculeux. Alors, nous avons ici ces cytokines dont je vous parlais. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'aussi bien des cytokines de type Th2, comme l'interleukine 4, que des cytokines de type Th1 comme l'interféron gamma diminuent nettement en réponse au venin d'abeille. Encore une fois, on parle de choses spécifiques en cours de saison, alors que des cytokines de type TH, de type Treg comme l'interleukine 10, qui est immunosuppressive, elle va augmenter en été. Encore une fois, on parle de sécrétion spécifique en réponse au venin d'abeille, ce qui explique que c'est manifestement cela qui peut intervenir. Alors, la grande révolution, on soupçonnait depuis très longtemps par des expériences diverses l'existence de ce lymphocyte T régulateur. On n'avait pas de marqueurs permettant de les identifier et donc leur existence restait relativement hypothétique et controversée jusqu'à ce qu'on mette en évidence ce marqueur-ci, qui est le fait que les lymphocytes T régulateurs expriment, donc le récepteur pour l'interleukine 2, on va en parler dans quelques minutes, est un hétérotrimère, et quand les cellules expriment les 3 chaînes, c'est un récepteur de très haute affinité. Et seuls des lymphocytes activés, normalement, peuvent exprimer ces 3 chaînes, donc notamment la sous-unité CD25, mais c'est une propriété des Treg que même à l'état de repos, sans activation préalable, ces Treg peuvent exprimer le CD25. Et donc, quand on élimine du sang, d'un prélèvement, les cellules qui sont CD25-high, on va perdre cette capacité à inhiber les autres réponses, TH1 par exemple, ou TH2. Donc c'est une des signatures des Treg, c'est cette expression constitutive du CD25.
Donc en résumé, ça a été à partir de là une véritable explosion dans la découverte des Treg et leur implication dans de multiples situations pathologiques, aussi bien en maladies infectieuses où un excès de Treg peut nuire à l'élimination d'un pathogène, que dans les maladies auto-immunes, que dans la transplantation, puisqu'on s'aperçoit que certaines stratégies pourraient permettre de favoriser la tolérance définitive d'un organe en arrêtant éventuellement l'immunosuppression, notamment en recrutant les Treg. Donc les Treg ont de multiples façons d'inhiber les réponses des autres cellules. On vient de parler de facteurs solubles comme l'interleukine 10, mais il y en a d'autres. Il y a notamment le TGF-bêta. Mais il y a aussi des contacts cellulaires directs avec des médiateurs immunosuppresseurs qui peuvent directement passer d'une cellule à l'autre par ces contacts cellulaires directs. Il y a des interactions de récepteurs ligands, etc. Ça sort de l'objectif du cours. On a aussi pu distinguer des Treg qui s'étaient différenciés dans le thymus. Je vous en ai parlé dans le cours dans le thymus. Souvenez-vous, une partie des cellules qui ont une haute affinité pour le soi ne va pas mourir dans le thymus, mais va passer en périphérie en acquérant des propriétés de type immunosuppresseur. C'est le cas des Treg, et on a vu par la suite qu'il y avait moyen d'induire d'autres Treg qui au départ sont des cellules qui ne sont pas destinées à devenir régulatrices, mais qui le deviennent quand elles rencontrent en périphérie de façon répétée, dans certaines circonstances, des antigènes, notamment des antigènes provenant du tube digestif. Souvenez-vous, on a dans le cours sur les antigènes et les vaccins, on avait dit que quand on administrait un antigène par voie orale, ça allait promouvoir une certaine tolérance, et bien c'est par le recrutement de Treg induits. Une autre signature, donc ça c'est ce qu'on vient de dire, donc l'expression intense de ce CD25, qui est une des chaînes du récepteur de haute affinité pour l'interleukine 2, mais on a trouvé une autre signature qui en fait est liée à la fonction de Treg. C'est la molécule FOXP3 qui est en fait un facteur transcriptionnel qui va antagoniser, plutôt un répresseur transcriptionnel qui va antagoniser l'effet de NF-κB et de NF-κT et faire en sorte que cet régulateur ne s'engage pas dans un programme TH1, ni TH2, ni TH17, mais se spécialise dans cette inhibition des autres sous-populations. Alors évidemment, il y a un côté de spécificité, comme vous l'avez vu. C'est parce qu'un Treg est activé par un antigène donné qu'il va inhiber les cellules qui, au même moment, répondent au même antigène. Ce n'est pas une spécificité qui est absolue. On peut imaginer des scénarios dans lesquels il y a une certaine perte de la spécificité si un autre lymphocyte vient à passer par là, hein, puisque l'interleukine 10 en elle-même n'a pas le souvenir, je dirais, de l'antigène qui a déclenché sa sécrétion. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui est spécifique, comme on l'a vu dans cette expérience où ce n'est pas parce que l'apiculteur est abondamment piqué que sa réponse vis-à-vis de la toxine du tétanos, par exemple, est affectée en été. Donc c'est un phénomène qui est spécifique. Pour illustrer l'importance des Treg, une maladie génétique très rare, qui est le déficit génétique en FOXP3. Donc FOXP3, il est codé sur le chromosome X, donc ce n'est que les garçons qui vont être touchés, en principe, et qui vont développer une maladie appelée IPEX pour Immune Dysregulation. Polyendocrinopathie, ça veut dire qu'il y a une agression auto-immune de beaucoup de glandes endocrines, les surrénales, le pancréas endocrine, etc. Une atteinte inflammatoire de l'intestin et d'autres. Donc c'est une maladie grave, avec notamment une atteinte auto-immune qui donne ce qu'on appelle une pelade universelle, pas de cheveux, pas de sourcils, des phénomènes de dermatite atopique et des infections mycotiques, parce que c'est très bizarre, mais c'est bien décrit dans certaines maladies auto-immunes. Il y a une perte de la tolérance vis-à-vis de certaines cytokines, donc il y a des anticorps anticytokines. Souvenez-vous, dans la petite bulle que j'avais faite
Tout au début, avant le confinement, je vous avais parlé d'anticorps anti-interférons de type 1 chez 15% des hommes qui allaient en réa avec du Covid. Donc manifestement, il peut y avoir une perte de tolérance vis-à-vis des cytokines. Et dans cette maladie, dans l'IPEX, il y a une perte de tolérance vis-à-vis de l'interleukine 17. Or, l'interleukine 17, c'est le gardien des épithéliums. Et donc, si vous faites des auto-anticorps dirigés contre l'interleukine 17, toute une série de maladies infectieuses, notamment mycotiques, au niveau des épithéliums. Vous avez ici une belle mycose de l'ongle qui va se produire. Je suppose que cette lésion-là aussi, il faudrait retourner à la légende de cette figure. Donc en résumé de tout ceci, ben, vous avez toutes les sous-populations, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a les TH9, enfin, c'est clair que ce serait naïf d'imaginer que le système immunitaire est aussi stéréotypé que celui-là. Il y a probablement il y a des TH1 qui ont des propriétés un peu TH17, il y a d'autres sous-populations, bref. Mais bon, retenez celles-ci. C'est celles qui sont connues et analysées depuis une dizaine d'années, donc on peut considérer comme faisant partie, je dirais, des connaissances de base en immunologie. Les TH1, avec pour signature l'interféron gamma, le TNF-alpha, l'interleukine 2 aussi, les TH17 avec l'interleukine 17 bien sûr, les Treg on vient d'en parler, avec l'interleukine 10 on pourrait ajouter à ça le TGF-bêta certainement, les T folliculaires avec l'interleukine 21 et les TH2 avec interleukine 4, interleukine 5, interleukine 13 et interleukine 10. Voilà, j'ai ajouté le TGF-bêta. Donc la dernière partie du cours, on va revoir quelques notions des cytokines, sachant qu'on les a déjà abondamment vues dans les chapitres précédents. Quelques généralités qui sont des choses évidentes. Donc les cytokines, ce sont des facteurs solubles, des protéines la plupart du temps, ou des petites protéines, toujours même, qu'on pourrait appeler des sortes d'hormones du système immunitaire, hein, qui vont intervenir pour des communications diverses. Maintenant, ce qui est très clair, c'est qu'on s'est aperçu que ces cytokines pouvaient, dans de multiples situations, être produites par des cellules a priori non immunitaires. Par exemple, les cellules graisseuses, les adipocytes vont libérer beaucoup de cytokines, comme l'interleukine 6, les cellules musculaires, les ostéoblastes. Donc, il ne faudrait pas restreindre ces cytokines, bien qu'elles aient été initialement décrites dans la communication entre cellules du système immunitaire, où on s'aperçoit qu'elles peuvent être produites par d'autres types cellulaires. Le mot interleukine reste utilisé pour désigner des cytokines en particulier, hein, l'interleukine 2, l'interleukine 4, etc. Mais comme terme générique, on préfère le mot cytokine qui est plus général, je dirais. Donc on dira l'interleukine 2 est une cytokine, mais on ne va pas écrire un article sur les interleukines en général. On préférera ce terme de cytokine qui est plus général. C'est important d'en connaître quelques repères puisque c'est une cible thérapeutique et on a à notre disposition à la fois quelques cytokines qu'on peut utiliser en clinique, c'est le cas notamment de l'interleukine 2, des interférons alpha, bêta, de l'interféron gamma, et à ma connaissance, c'est tout ce qu'on utilise, mais alors on a surtout beaucoup d'anticorps qui bloquent soit les cytokines, soit les récepteurs de cytokines, et ça on en a des dizaines. Alors sur une base, je dirais, structurelle, on va distinguer 4 grandes familles de cytokines qui ont des points communs dans leur structure, des points communs dans leurs récepteurs, avec parfois des chaînes qui sont communes à plusieurs récepteurs qui sont des hétérodimères ou des multimères pour ces cytokines. La famille des TNF, des facteurs nécrosants des tumeurs, on parlera essentiellement du TNF-alpha, mais il y en a d'autres. La grande famille des interférons, vous avez vu qu'il y avait trois grands types d'interférons, mais qu'au sein de chaque type, il y a de multiples protéines avec des poids moléculaires différents qui sont le résultat d'épissage alternatif notamment, et la famille des chimiokines qui interviennent dans le chimiotactisme et qui là aussi
ont des propriétés structurelles communes. Toutes les cellules produisent des cytokines, bien évidemment. Il y a deux types cellulaires qui en produisent beaucoup et une grande variété en fonction de leur sous-type, qui sont les macrophages d'une part, avec, souvenez-vous, ces différentes déclinaisons, macrophage M1, macrophage M2, etc. Et les lymphocytes T helper, puisque leur fonction principale est justement d'orchestrer la réponse des autres cellules en produisant ces cytokines. Alors j'ai repris ici toute une série de cytokines qui sont produites par ces différents types. Le macrophage va notamment produire ce qu'on appelle classiquement, en tout cas pour les M1, les cytokines inflammatoires. C'est une sorte de trio dont je vous demande vraiment de garder le souvenir, puisque dans beaucoup de maladies inflammatoires, on utilise des anticorps bloquant ces trois cytokines. Pas tous à la fois évidemment, mais il peut arriver que dans une maladie donnée, on essaye d'abord un anti-TNF et puis on essaye un anti-IL6. Chez certains patients, l'un va mieux que l'autre sans trop qu'on sache exactement pourquoi. Mais donc si on vous demande ce que sont les trois cytokines inflammatoires les plus importantes, TNF-alpha, interleukine 1, on pourrait dire bêta pour être plus précis, et interleukine 6. Un mot sur l'interleukine 2, donc c'est une hématopoïétine, hein, donc c'est un facteur de croissance du système immunitaire. On en a déjà dit un mot il y a quelques minutes. Donc elle est sécrétée par les lymphocytes T helper, un petit peu par tous, hein, dans une certaine mesure, ça fait vraiment partie de la base de leur fonction helper. Elle ne va pas induire de différenciation très spécifique, mais elle va soutenir la prolifération, soutenir les différenciations en général. Elle a un grand rôle dans les fonctions des Treg. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Treg ont ces récepteurs de haute affinité pour l'interleukine 2. Et c'est important comme constatation parce que quand vous bloquez complètement la production d'interleukine 2 par de la cyclosporine notamment, eh bien en effet vous allez obtenir une tolérance, mais pardon, vous allez en effet permettre de ne pas rejeter la greffe parce que vous donnez un médicament qui bloque toute réponse immunitaire, mais si vous arrêtez le traitement par cyclosporine, automatiquement l'organe va être rejeté, vous n'avez pas établi de tolérance. Parce que les Treg n'ont certainement pas pu être activés, étant donné qu'ils ont besoin d'interleukine 2 et qu'avec votre cyclosporine, vous les avez totalement privés d'interleukine 2. Donc il y a des stratégies de traitement, paradoxalement, de maladies auto-immunes, par de toutes petites doses d'interleukine 2, puisque ce sont les Treg qui sont les mieux armés pour répondre à de faibles doses d'interleukine 2, alors que les autres sous-populations T helper ont besoin ou d'autres cellules effectrices ont besoin de concentrations plus importantes. Justement, voici la structure de ce récepteur pour l'interleukine 2. Je vous avais dit que c'était un hétérotrimère. Mais certaines cellules peuvent exprimer une seule des chaînes, deux des chaînes ou trois des chaînes. Et ce qui est intéressant, c'est que les Treg expriment de façon constitutive le récepteur de haute affinité qui contient les trois chaînes, alors que dans les lymphocytes T au repos, par exemple, on va trouver uniquement les deux chaînes, bêta et gamma, et que le CD25, hein, donc c'est la chaîne alpha, c'est le CD25, on pourrait l'ajouter. Voilà, donc seuls les Treg vont exprimer à la fois la chaîne bêta et gamma, mais aussi la chaîne alpha qui est le CD25 et qui va les doter d'un récepteur de haute affinité. Comme je vous le disais, toutes les hématopoïétines comme l'interleukine 2, l'interleukine 7 qui jouent un grand rôle notamment au niveau du thymus, on n'en a pas parlé, l'interleukine 4 qui est une cytokine TH2, l'interleukine 9, je n'en ai pas parlé non plus, c'est une cytokine qui a des propriétés voisines de celles de l'interleukine 4, pourrait-on dire, avec les TH9 sont des cellules relativement proches des TH2 dans leur fonction, mais peu importe. Vous voyez que
toutes ces récepteurs des hématopoïétines, donc cette famille de cytokines, partagent des chaînes en commun, notamment la chaîne gamma qu'on va retrouver ici. Et donc, il y a une maladie rare elle aussi dans laquelle cette chaîne gamma est déficiente et le patient perd la capacité à répondre à toutes ces cytokines. Donc, il n'aura pas de réponse TH2, pas de réponse TH1, avec une immunodéficience aussi sévère que celle des SCID, puisqu'en fait, il était incapable de bien répondre à l'interleukine 2. Un mot sur les interférons, dont on a déjà abondamment parlé. Donc les interférons ont d'abord été découverts pour leurs propriétés antivirales. Et rappelez-vous, le nom d'interféron se réfère au fait que des cellules infectées par un virus libèrent dans leur environnement cette cytokine qui va rendre les cellules voisines beaucoup plus résistantes à l'infection virale. Anecdotiquement, je viens de lire que la perte d'odorat décrite dans le Covid était liée à une libération locale d'interférons. Il n'y a que 2% des cellules de l'épithélium olfactif qui sont infectées par le virus parce qu'elles ont le récepteur qui permet au virus d'entrer. Et avant de mourir, ces 2% de cellules libèrent des quantités massives d'interférons qui vont localement, d'une part, protéger les autres cellules de l'infection, mais d'autre part, en l'occurrence ici, être responsable de la perte d'olfaction. Ça illustre bien cet effet, je dirais, de protection des cellules du voisinage par ce message libéré par les cellules infectées. Alors ça, c'est la base commune de tous les interférons, ces propriétés antivirales dont les mécanismes sont multiples, hein. Ils interviennent à de multiples niveaux. Il y a des dizaines, voire plus, de mécanismes antiviraux qui sont sous la commande de tous ces gènes induits par les interférons. Alors, ceux qui ont ces propriétés antivirales les plus importantes, ce sont les interférons dont justement on parle beaucoup pour le moment avec le Covid. Ce sont les interférons de type 1 et accessoirement de type 3, on va en parler dans quelques minutes, mais je vous demande surtout de retenir les interférons de type 1, c'est-à-dire interférons alpha et interférons bêta. C'est eux qui possèdent ces propriétés antivirales les plus importantes. En effet, les personnes qui ont justement une réponse interféron de type 1 atténuée sont ceux qui vont faire les Covid les plus sévères. Et devinez quoi? Les personnes qui justement ont pour premier symptôme une perte d'olfaction vont faire des Covid moins sévères, ce qui témoigne que cette réponse interféron de type 1 s'est mise en place chez eux très tôt, leur a fait perdre l'olfaction, mais les a aussi protégés de formes sévères du Covid. Bref, de nombreux types cellulaires, cellules épithéliales notamment, mais d'autres, peuvent produire ces interférons de type 1. Ce n'est pas du tout spécialisé aux cellules de l'immunité adaptative, ni même aux cellules de type macrophage, etc. Ce sont des interférons qui ne vont pas activer, qui vont activer les cellules natural killer, mais qui ne vont pas avoir les mêmes propriétés que l'interféron gamma, qui lui a des propriétés immunoactivatrices beaucoup plus importantes. On considère même que certains interférons type 1 inhibent certaines réponses, notamment la réponse TH17, et c'est la raison pour laquelle on utilise l'interféron bêta en traitement de certaines maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques notamment. On peut administrer l'interféron lui-même pour traiter certaines infections comme l'hépatite C, l'infection par l'herpès de type 8 responsable du Kaposi, etc., voire même le Covid dans des protocoles expérimentaux pour le moment. Les interférons de type 2, c'est un interféron de type 2, c'est l'interféron gamma. Donc il a des propriétés antivirales aussi, mais il est surtout connu pour son rôle de stimulation des lymphocytes T cytotoxiques, des macrophages,
des NK. Bien sûr, les interférons type A activent également les NK, mais le rôle immunoactivateur de l'interféron gamma est plus étendu, et c'est toute la réponse TH1 vis-à-vis des agents intracellulaires, notamment des bactéries intracellulaires, qui est stimulée. Il a des effets inhibiteurs, notamment sur les réponses de type TH2, et il va freiner la commutation de classe vers les IgE. Vous avez ici une comparaison de l'interféron gamma et des interférons de type 1, avec cette activité antivirale qui est beaucoup plus importante pour les interférons de type 1, alors que la capacité d'activer les macrophages est beaucoup plus importante pour l'interféron gamma. Les cellules NK sont activées par les deux types d'interférons. Probablement pas exactement de la même façon, mais peu importe. Un mot des interférons type 3, on peut considérer qu'ils ont des propriétés proches de celles des interférons de type 1, on les appelle aussi interférons lambda. Ils ont été découverts plus récemment que les autres, on leur a même donné un nom de la série interleukine. Les deux nomenclatures existent et on les a surtout étudiés notamment dans la réponse de l'individu au virus de l'hépatite C et comme pronostic à l'éradication de l'hépatite C après la mise en place d'un traitement. Il semblerait que quand on met un traitement d'hépatite C, enfin c'est plus tellement vrai avec les nouveaux médicaments qui sont très puissants, mais avec les traitements suboptimaux du passé, il fallait que la réponse immunitaire naturelle de l'individu participe à la réponse pour que l'éradication puisse se mettre en place. Deux autres hématopoïétines, donc encore une fois ces cytokines qui sont des facteurs de croissance, pourrait-on dire. L'interleukine 4, c'est une cytokine de type TH2, elle joue un grand rôle dans la commutation de classe vers les IgE. Bien évidemment, tout le monde a des IgE et tout le monde a de l'interleukine 4, mais certains individus, pour différentes raisons, génétiques ou épigénétiques, produisent plus d'interleukine 4, ont des réponses TH2 exacerbées, et ce sont ces individus qui vont devenir allergiques. Une autre cytokine de type TH2, c'est l'interleukine 5, qui est notamment un facteur de croissance important pour les éosinophiles. On a en clinique un anticorps monoclonal anti-interleukine 5, le mépolizumab, qui est utilisé notamment dans les hyperiosinophilie. L'interleukine 5 va faciliter la commutation de classe vers les IgA. Les cytokines des Treg, on a déjà parlé de l'interleukine 10, c'est une cytokine immunosuppressive qui va inhiber tant les réponses TH1 que TH2. Pour la petite histoire, le virus Epstein-Barr, par exemple, le virus de la mononucléose, a dans son génome un gène qui code pour une cytokine qui ressemble très fort à l'interleukine 10, et c'est probablement une stratégie du virus pour arriver à ses fins, puisque les cellules infectées vont sécréter de l'interleukine 10 et vont ainsi bloquer les réponses TH1 qui pourraient se diriger contre la cellule infectée, puisque l'interleukine 10 inhibe les fonctions TH1. Et donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le virus Epstein-Barr est un virus si prévalent et si persistant une fois qu'on est infecté. Les Treg sécrètent également une cytokine qui est un facteur de croissance pour les fibroblastes, le TGF-bêta, mais qui est aussi immunosuppresseur, qui va intervenir dans tout ce qui est remodelage des épithéliums. Le poumon d'un asthmatique a des épithéliums qui sont remodelés avec un épaississement, notamment parce que ce TGF-bêta est produit. On aura une commutation isotypique plutôt vers une sous-classe d'IgG qui intervient dans certaines pathologies qu'on appelle les IgG4. On y reviendra dans les cours de médecine interne et de gastroentérologie, notamment en master. Un mot sur les trois cytokines de l'inflammation, interleukine 1 bêta, TNF-alpha et interleukine 6. Elles ont des actions qui sont en partie les mêmes, en partie différentes.
Donc l'interleukine 1 bêta, c'est vraiment une cytokine classiquement de l'inflammation aiguë. Elle a des effets systémiques et locaux très importants. Elle va intervenir dans la fièvre, c'est le principal pyrogène endogène. Elle va intervenir dans la douleur locale. Elle est induite par des PAMP, mais elle est aussi induite par des DAMP et notamment par des cristaux. En fait, c'est en étudiant le mécanisme des crises de gouttes que ce rôle de l'interleukine 1 bêta et les mécanismes de sa sécrétion ont été élucidés, notamment par le groupe de CHOP en Suisse. Et toute une série de cristaux, dont l'acide urique de la crise de gouttes, mais aussi des cristaux de cholestérol, des cristaux d'amiante, de silice dans les anthracosilicoses, etc., peuvent intervenir pour libérer cette interleukine 1 bêta. D'autres situations, je dirais, de danger ou de stress, comme un abaissement de la concentration intracytoplasmique en potassium, l'ATP, etc. Tout ça peut stimuler la libération d'interleukine 1 bêta. Elle va intervenir probablement via l'interleukine 6 dans la synthèse des protéines de la phase aiguë par le foie, la CRP, la SA, etc. Et elle joue un rôle central dans la fièvre. Elle stimule le chimiotactisme des neutrophiles, elle va induire des molécules d'adhésion permettant justement cette migration tissulaire des neutrophiles. Et vous l'avez compris, elle joue un très grand rôle en pathologie, avec une maladie génétique emblématique dans laquelle cette interleukine 1 bêta a un rôle central, qui est la fièvre familiale méditerranéenne, mais des maladies dégénératives comme l'athérosclérose, etc., des pneumoconioses comme l'anthracosilicose. La régulation se fait au niveau d'une structure polymérique appelée inflammasome, qui va se mettre en place quand la cellule est exposée à ces PAMP ou à ces DAMP. Et en fait, ce que va faire l'inflammasome, c'est cliver le précurseur de l'interleukine 1 bêta, qui est sécrété plutôt suite à une activation de la voie de NF-κB, et parvenir ainsi à la libération de la forme mature, qui est l'interleukine 1 bêta, qui va exercer toutes ces actions. Un mot du TNF-alpha, donc vraiment une cytokine emblématique dans l'inflammation, aussi bien dans les inflammations aiguës que dans les inflammations chroniques. Elle est libérée en grande quantité par les macrophages, mais aussi par les lymphocytes Th1. Ce nom de TNF-alpha, qui est un peu bizarre, vient du fait que historiquement on a découvert que c'est un facteur qui induisait la nécrose de certaines tumeurs. Malheureusement, c'est un effet qui n'est certainement pas majeur ni généralisé. Néanmoins, les patients cancéreux ont des concentrations accrues de TNF-alpha, probablement par une sorte de mécanisme de riposte, et qui contribuent notamment à leur amaigrissement. Et on utilise parfois d'ailleurs le nom de cachectine, donc une substance qui induit la cachexie, c'est-à-dire l'amaigrissement. Le TNF-alpha est parfois appelé cachectine. Il faudrait revoir exactement par quel mécanisme le TNF-alpha provoque l'amaigrissement. Est-ce un effet au niveau de l'adipocyte, au niveau de l'appétit, des deux, je n'en sais rien, mais tout ça a été abondamment exploré, il y a 1000 publications là-dessus. Ce TNF-alpha, il a un rôle protecteur, notamment dans les infections bactériennes intracellulaires, notamment dans la tuberculose, et ça c'est quelque chose d'une extrême importance. Le TNF-alpha produit lors de la réponse de type Th1, à la fois par les lymphocytes Th1, mais aussi par les macrophages, intervient pour mettre en place toute une série de mécanismes qui vont confiner, lui aussi, le bacille tuberculeux dans le granulome, en évitant qu'il ne se dissémine dans l'ensemble de l'organisme. Et l'implication de tout ça, c'est que si vous traitez votre patient, notamment avec un anticorps anti-TNF-alpha, parce qu'il a une maladie inflammatoire qui fait intervenir le TNF-alpha, eh bien vous risquez d'avoir une dissémination du bacille tuberculeux.
Alors je l'ai dit, le TNF-alpha joue aussi un rôle dans l'inflammation aiguë et dans le choc septique dont j'ai parlé dans le cours sur l'immunité naturelle. La libération de TNF-alpha brutale dans la circulation suite à l'activation de la voie TLR4 contribue au décès du patient. Alors le TNF-alpha a de multiples cibles, aussi bien les hépatocytes que les lymphocytes B, que les lymphocytes T, etc. Les adipocytes, regardez, c'est peut-être pour ça que les patients maigrissent. La stimulation des ostéoclastes, les cellules endothéliales qui vont devenir, la filtration va être accrue, donc il va y avoir un phénomène de troisième compartiment qui va contribuer à tuer le patient, la dysfonction myocardique, donc tout ça explique la sévérité du choc septique par l'intermédiaire du TNF-alpha. L'interleukine 6 a des effets en partie identiques à ceux du TNF-alpha et vous allez retrouver pas mal des cibles qui sont communes. Donc c'est clairement elle qui est le facteur qui agit. Bien évidemment, je viens de vous dire que tant l'interleukine 1 bêta que le TNF-alpha intervenait dans la production de CRP par les hépatocytes, mais tout ça se fait par l'intermédiaire d'une sécrétion d'interleukine 6. C'est vraiment une cascade de libération de cytokines, mais la cytokine qui va in fine agir sur l'hépatocyte, c'est l'interleukine 6. Souvenez-vous ce cas un petit peu rarissime d'adénome hépatique qui sécrétait de façon autonome de l'interleukine 6, et cette interleukine 6, de façon autocrine, allait provoquer la production de CRP et de protéines amyloïdes par le foie. Donc c'est vraiment l'interleukine 6 qui est le facteur responsable de la production de CRP, et l'interleukine 1 bêta et le TNF-alpha sont en amont. Si vous donnez à un patient un traitement qui bloque l'interleukine 6 ou ses récepteurs, vous n'aurez plus de CRP produite, ou très peu. Alors elle est produite en grande quantité par les macrophages, mais elle est aussi produite par d'autres types cellulaires, notamment les adipocytes. C'est ce qui explique qu'en général, les obèses ont une CRP plus élevée que la population générale. Elle est produite par les ostéoblastes et elle intervient dans l'activation des ostéoclastes. Elle est importante également pour les lymphocytes B et dans des maladies comme le myélome qui font intervenir clairement les lymphocytes B, les plasmocytes et l'os, puisque c'est un des sites de localisation préférentielle des lésions du myélome. L'interleukine 6 joue un rôle et des médicaments anti-IL6 sont utilisés dans cette maladie. On termine par quelques mots sur un univers de complexité qui est le monde des chimiokines. Il est résumé en 4 diapositives, en 5 diapositives, frôle le ridicule, mais peu importe. Donc les chimiokines, c'est un groupe de cytokines dont le point commun est d'avoir un rôle particulier dans le chimiotactisme. Donc ce sont des petites molécules qui vont facilement diffuser et créer des gradients de concentration. Et c'est le long de ces gradients de concentration que les cellules vont pouvoir s'orienter et se déplacer. Et en fonction justement des sites d'émission, des récepteurs présents, eh bien, toutes les cellules vont aller à leur bonne place, à leur bonne adresse, ce que j'appelle l'adressage. Elles jouent un rôle également dans l'activation de ces cellules immunitaires qui vont s'activer tout en migrant. Alors on distingue structurellement 4 groupes de chimiokines uniquement en fonction de leur structure chimique et de la position de résidus cystéine qui vont soit être l'un à côté de l'autre, soit un résidu cystéine unique, soit séparé par un autre acide aminé, soit séparé par 3 autres acides aminés, peu importe. Voilà les structures dont je vous parle. Hein. On parlera de chimokine C, CC, CXC ou CX3C. Et en effet, si vous regardez les articles scientifiques, vous entendrez parler de CXCR4, de CCR5. Eh bien, c'est à ça que tout ceci fait référence. Elle joue un rôle très important, comme tout le reste, me direz-vous, dans l'inflammation. Elles sont libérées dans les tissus inflammatoires et elles vont favoriser le recrutement des leucocytes. Et voici quelques exemples de chimiokines qui sont abondamment étudiées, auxquelles d'ailleurs on donne parfois des noms selon une autre nomenclature.
Ainsi, le CXCL8 avait reçu le nom d'interleukine 8, par exemple. CCL2, le MCP, c'est pour macrophage, je crois, mais je ne sais plus très bien le reste, et ainsi de suite. Donc, toutes ces chimiokines jouent un rôle dans beaucoup de maladies inflammatoires, et vous l'avez compris, des antagonistes sont en développement. Alors, on ajoute une couche de complexité avec les récepteurs de chimiokines. Et donc là, vous retrouvez, en fonction de la nomenclature des chimiokines dont on vient de parler, le R indique les récepteurs correspondants. Alors, ces récepteurs ont eu beaucoup d'intérêt, notamment parce qu'ils sont utilisés par certains virus pour entrer dans les cellules. Vous savez que les virus exploitent les récepteurs qu'ils trouvent, et notamment le VIH utilise 2 récepteurs chimiokiniques pour entrer dans les cellules, et ces récepteurs chimiokiniques jouent un rôle absolument fondamental. Ici, il y a une petite erreur que je vais corriger sur le champ, ma dia date un petit peu. Notamment le HIV pour entrer dans les lymphocytes T muqueux. Évidemment, c'est une maladie qui se transmet au niveau muqueux, le HIV. Il doit absolument utiliser le CCR5 qui est présent sur les lymphocytes T. Et les individus qui sont génétiquement déficients en CCR5 sont totalement résistants à l'infection par le HIV. Là aussi, ce sont des cibles thérapeutiques importantes. Alors la grande complexité, c'est la redondance, c'est le fait que plusieurs chimiokines peuvent utiliser le même récepteur, et un même récepteur peut être lié par plusieurs chimiokines différentes. Une même chimiokine peut utiliser plusieurs récepteurs différents, et un même récepteur peut lier plusieurs chimiokines différentes. Donc ça aboutit à un univers de complexité au sein duquel la régulation est relativement difficile à appréhender. Voilà, ceci termine le 8e cours d'immunologie, et je vais veiller à, en attendant un petit peu que vous ayez eu le temps de digérer tout ceci. La semaine prochaine ou celle d'après, nous allons faire en live, je dirais, une séance ou 2 séances de quiz pour répondre à des questions éventuelles et pour refaire les QCM de l'année précédente sur les 2 chapitres du cours pour lesquels nous n'avons pas eu l'occasion de le faire. Bon travail à toutes et à tous, et à bientôt.